Le 14 mars 1986, une mère de famille de Brest quitte son domicile pour acheter du pain. Elle ne reviendra jamais. Son mari, Michel Dupont, attend jusqu'au soir avant d'alerter la gendarmerie. Ses deux enfants, âgés de 8 et 12 ans, passent la nuit à pleurer dans leur chambre. Aucune trace de violence dans l'appartement, aucun signe de lutte, aucun message d'adieu. Simplement une disparition brutale, inexpliquée, qui va glacer toute une ville. Les enquêteurs interrogent les voisins, fouillent les bois environnants, diffusent des avis de recherche dans toute la Bretagne. Rien. Françoise Dupont, 42 ans, s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Les semaines deviennent des mois, les mois des années. L'affaire passe de l'urgence à la routine administrative, puis au classement définitif. En 1991, le dossier rejoint les archives des affaires non résolues, ces mystères qu'on finit par accepter sans jamais les comprendre. Michel élève seul ses enfants, refuse de refaire sa vie, conserve intact le placard de vêtements de sa femme. Chaque 14 mars, il dépose une annonce dans le journal local, espérant un miracle qui ne vient pas. Les policiers qui ont travaillé sur le cas prennent leur retraite en emportant leur frustration. Françoise Dupont devient une légende urbaine à Brest, l'une de ces disparitions qu'on raconte aux adolescents pour leur faire peur. Puis, le 8 septembre 2019, 33 ans après sa disparition, une femme est admise aux urgences de l'hôpital de Guéret, dans la Creuse. Elle porte des vêtements usés, ne possède aucun papier d'identité, semble désorientée et confuse. Le personnel soignant prévient la gendarmerie comme le protocole l'exige pour toute personne sans identité. Une infirmière prend ses empreintes digitales et les transmet au fichier national. Quelques heures plus tard, l'ordinateur affiche un résultat qui va stupéfier tout le monde. Cette femme de 75 ans est Françoise Dupont, portée disparue depuis plus de 3 décennies. L'impossible vient de se produire. Une morte est revenue à la vie. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. Dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs et imaginer que certains m'écoutent peut-être à 3 heures du matin, incapables de dormir après une histoire comme celle-ci. Si ce mystère vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune enquête. Un petit pouce bleu fait aussi toujours plaisir et m'aide énormément à continuer ce travail. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ensemble comment une femme disparue depuis 33 ans a pu réapparaître comme si de rien n'était. L'information remonte immédiatement à la brigade de gendarmerie de Brest. Le commandant Legrand, qui travaillait sur l'affaire originale en tant que jeune lieutenant, est désormais proche de la retraite. Lorsqu'il reçoit l'appel de Guéret, il croit d'abord à une erreur informatique. Les empreintes digitales ne mentent pourtant jamais. Il contacte Michel Dupont, maintenant âgé de 78 ans, qui vit toujours dans le même appartement de la rue de Siam. La voix du vieil homme tremble lorsqu'il entend la nouvelle. Il refuse d'y croire, pense à une arnaque, à une ressemblance fortuite. Legrand lui propose de l'accompagner à Guéret pour identifier formellement la femme. Michel accepte, incapable de dormir cette nuit-là, partagé entre l'espoir fou et la terreur de la déception. Le lendemain matin, Michel Dupont entre dans la chambre d'hôpital accompagné du commandant Legrand et d'une psychologue. La femme dans le lit ne ressemble plus à celle qu'il a connue. 33 années ont creusé des rides profondes sur son visage, blanchi ses cheveux, courbé son dos, mais ses yeux verts si particuliers, sont identiques. Michel s'effondre en larmes. C'est bien Françoise. C'est sa femme, revenue d'entre les morts. Il veut la prendre dans ses bras, mais elle le regarde sans le reconnaître, avec une expression de peur et de confusion. Elle murmure des mots incompréhensibles, agrippe les draps, semble chercher une issue dans cette chambre sans fenêtre. Le médecin intervient doucement, demande à Michel de sortir quelques instants.
La réunion est trop brutale, trop violente pour cette femme visiblement fragile. L'enquête est immédiatement rouverte. Le procureur de Brest désigne un juge d'instruction spécialisé dans les affaires anciennes. Les questions se bousculent. Où était Françoise pendant ces 33 années? Pourquoi n'a-t-elle jamais donné signe de vie? A-t-elle été séquestrée, amnésique, victime d'un réseau criminel? Les premiers interrogatoires n'apportent aucune réponse cohérente. Françoise parle par fragments, mélange les époques, semble incapable de construire un récit linéaire de son absence. Elle mentionne des noms que personne ne connaît, des lieux qui n'existent pas sur les cartes, des événements impossibles à vérifier. Les psychiatres diagnostiquent un traumatisme sévère, possiblement un trouble dissociatif développé après des années d'expériences traumatisantes. Mais quel genre d'expérience exactement? Personne ne le sait encore. Les médecins effectuent des examens médicaux complets. Françoise présente plusieurs cicatrices anciennes sur le corps, dont certaines ressemblent à des traces de violence physique. Ses dents ont été soignées de manière rudimentaire, probablement sans accès à un dentiste professionnel. Elle souffre de malnutrition chronique et de carences multiples, suggérant des années de privations alimentaires. Aucune trace de séquestration récente cependant. Elle n'a ni marque de liens au poignet, ni blessure compatible avec un enfermement prolongé. Les analyses toxicologiques ne révèlent aucune drogue dans son organisme. Le bilan neurologique montre des zones d'atrophie cérébrale cohérentes, avec un stress post-traumatique prolongé. Françoise a vécu quelque chose de terrible, mais quoi? Elle-même ne semble pas capable de le formuler. Les enfants de Françoise, désormais adultes, sont contactés par la gendarmerie. Mathieu, l'aîné, a 45 ans et vit à Paris où il travaille comme architecte. Nathalie, la cadette, a 41 ans et enseigne dans un lycée de Rennes. Tous deux ont grandi avec le fantôme de leur mère disparue, ont consulté des psychologues pendant des années, ont tenté de reconstruire leur vie malgré cette absence inexpliquée. L'annonce de la réapparition les plonge dans un chaos émotionnel indescriptible. Doivent-ils la revoir? Peuvent-ils lui pardonner ces décennies d'abandon? Mathieu refuse catégoriquement tout contact, estimant que cette femme a détruit leur enfance en choisissant de partir. Nathalie, plus conciliante, accepte une rencontre supervisée. Mais lorsqu'elle entre dans la chambre d'hôpital et croise le regard absent de sa mère, elle comprend que retrouvailles et réconciliation sont deux choses très différentes. L'enquête commence par reconstituer les dernières heures avant la disparition. Le 14 mars 1986, Françoise Dupont se lève vers 7 heures du matin comme tous les jours. Elle prépare le petit déjeuner pour ses enfants, les aide à s'habiller, les accompagne jusqu'à l'arrêt de bus scolaire situé à 200 mètres de l'appartement. Plusieurs voisins la croisent ce matin-là et la trouvent normale, ni particulièrement joyeuse, ni déprimée. Vers 9 heures, elle téléphone à sa sœur Michel pour discuter d'un anniversaire familial prévu le mois suivant. La conversation dure une quinzaine de minutes et ne révèle aucun signe d'angoisse ou de projet inhabituel. Vers 10h30, elle descend acheter du pain à la boulangerie du quartier. La boulangère se souvient parfaitement d'elle. Françoise achète une baguette, échange quelques politesses, puis sort. C'est la dernière fois que quelqu'un du quartier la voit. Les enquêteurs de 1986 ont interrogé tous les commerçants de la rue, tous les passants potentiels, tous les automobilistes réguliers du secteur. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Françoise ne semblait suivie par aucun individu suspect, n'est montée dans aucune voiture, n'a manifesté aucun signe de détresse. Entre la boulangerie et son domicile, il y a exactement 320 mètres, un trajet de 4 minutes maximum à pied. Pourtant, Françoise n'est jamais rentrée chez elle. La baguette de pain n'a jamais été retrouvée non plus, ce détail troublant qui hantera les enquêteurs pendant des années. Comment disparaît-on avec une baguette de pain en plein jour dans une ville comme Brest? Quelles forces invisibles peuvent aspirer une femme entre la boulangerie et son appartement sans laisser la moindre trace?
Michel Dupont rentre du travail vers 18 h ce soir-là. Il est mécanicien dans un garage automobile du centre-ville et termine toujours sa journée à la même heure. En ouvrant la porte de l'appartement, il trouve ses enfants seuls, affamés, inquiets. Mathieu explique que maman n'est pas rentrée de la boulangerie. Michel appelle d'abord chez Michel, la sœur de Françoise, pensant qu'elle s'y est peut-être attardée. Michel n'a pas revu sa sœur depuis leur conversation téléphonique du matin. Michel contacte ensuite les autres membres de la famille, les amis proches, les collègues de la bibliothèque municipale, où Françoise travaille à temps partiel. Personne ne l'a vue. À 20 h 30, il se présente au commissariat pour signaler la disparition. Les policiers notent sa déclaration, mais ne semblent pas alarmés. La plupart des adultes disparus reviennent d'eux-mêmes dans les 48 heures. Les premières 24 heures sont cruciales dans toute enquête de disparition. L'officier chargé du dossier, le lieutenant Legrand, commence par vérifier les hôpitaux, les morgues, les commissariats voisins. Aucune femme correspondant au signalement de Françoise n'a été admise nulle part. Il interroge longuement Michel Dupont sur la qualité de leur relation conjugale. Michel assure que leur mariage était stable, sans violence, sans infidélité connue. Françoise ne consommait ni alcool ni drogue, ne souffrait d'aucune maladie mentale diagnostiquée, n'avait jamais manifesté d'idées suicidaires. Elle aimait ses enfants, prenait soin de son foyer, semblait satisfaite de sa vie modeste mais paisible. Legrand fouille l'appartement avec l'accord de Michel. Tous les vêtements de Françoise sont là, son sac à main habituel, son portefeuille contenant ses papiers d'identité et quelques billets. Elle est sortie acheter du pain avec uniquement la monnaie nécessaire dans la poche de son manteau. Le deuxième jour, l'enquête s'intensifie. Des équipes cynophiles fouillent les parcs, les terrains vagues, les zones boisées autour de Brest. Les chiens ne détectent aucune piste exploitable. Des plongeurs explorent les bassins du port et les berges de la Penfeld. Rien. Les gendarmes interrogent tous les chauffeurs de taxi, tous les conducteurs de bus, tous les employés de la gare. Personne n'a vu Françoise Dupont monter dans un véhicule le 14 mars. Les caméras de surveillance sont rares en 1986 et celles qui existent dans les banques ou les commerces du centre-ville ne couvrent pas le trajet entre la boulangerie et l'appartement. Legrand fait placarder des affiches dans toute la ville, diffuse un avis de recherche dans les médias locaux. Le visage de Françoise apparaît dans Ouest France, au journal télévisé régional. Des dizaines de témoignages arrivent, tous contradictoires ou invérifiables. Certains jurent l'avoir vue monter dans une voiture noire, d'autres dans une camionnette blanche, d'autres encore marchant seuls vers la gare. La famille de Françoise se mobilise. Sa sœur Michel distribue des tracts dans les rues, organise des battues citoyennes, harcèle quotidiennement le commissariat pour obtenir des nouvelles. Les parents de Françoise, retraités à Quimper, remontent à Brest et s'installent chez Michel pour s'occuper des enfants. L'ambiance dans l'appartement devient insoutenable. Mathieu fait des cauchemars toutes les nuits, imagine sa mère enterrée vivante quelque part. Nathalie refuse de manger, convainc que sa mère reviendra si elle prie suffisamment fort. Michel s'enfonce dans un silence douloureux, incapable d'exprimer ce qu'il ressent. Les psychologues scolaires interviennent auprès des enfants, mais rien ne peut combler ce vide atroce, cette absence qui ne ressemble ni à un décès, ni à un abandon, juste à une disparition inexplicable, comme si Françoise avait été effacée de la réalité. Au bout de 3 semaines, le lieutenant Legrand commence à envisager d'autres hypothèses. Et si Françoise avait préparé sa disparition? Il épluche ses relevés bancaires des 6 mois précédents. Aucun retrait suspect, aucun mouvement financier anormal. Il interroge ses collègues de la bibliothèque municipale. Toutes confirment que Françoise semblait heureuse, parlait avec affection de ses enfants, ne mentionnait jamais de problèmes personnels graves. Legrand contacte les gares ferroviaires de Rennes, Nantes, Paris. Aucune femme correspondant au signalement n'a acheté de billets ce jour-là. Il vérifie les registres des hôtels dans un rayon de 100 km. Rien.
Françoise ne possédait ni passeport ni permis de conduire. Comment aurait-elle pu organiser une fuite sans argent, sans papier, sans complice apparent? L'hypothèse de la fugue volontaire s'effondre rapidement. Legrand se tourne alors vers la piste criminelle. Il interroge tous les hommes du quartier ayant un casier judiciaire, même pour des délits mineurs. Plusieurs sont convoqués, certains passent des heures en garde à vue, mais aucun n'est relié de manière crédible à la disparition. Les analyses scientifiques de l'époque sont rudimentaires comparées à aujourd'hui. Aucune trace ADN ne peut être relevée sur les vêtements de Françoise restés dans l'appartement. Aucun témoin ne se présente avec des informations décisives. Les semaines deviennent des mois. En juin 1986, l'enquête commence à ralentir, faute de nouvelles pistes. Legrand continue à travailler sur le dossier en parallèle d'autres affaires, mais ses supérieurs lui font comprendre qu'il ne peut pas y consacrer toute son énergie indéfiniment. Le mystère de Françoise Dupont rejoint la longue liste des disparitions non élucidées. Les années passent. En 1987, Michel demande officiellement que sa femme soit déclarée absente par le tribunal. Cette procédure juridique permet de gérer les questions administratives et financières, mais ne signifie pas qu'elle est morte. Michel refuse obstinément de faire une demande de déclaration de décès. Il veut croire qu'elle reviendra un jour, même si cette croyance devient chaque année plus difficile à maintenir. Mathieu et Nathalie grandissent sans leur mère, développent des relations compliquées avec l'absence et l'abandon. Mathieu devient un adolescent rebelle, accumule les problèmes à l'école, rejette toute forme d'autorité. Nathalie se réfugie dans les études, obtient d'excellents résultats, construit une carapace émotionnelle pour ne plus souffrir. Les deux enfants quittent Brest dès que possible, incapables de supporter cette ville qui leur rappelle trop de souvenirs douloureux. En 1991, le dossier est officiellement classé. Le lieutenant Legrand, promu commandant entre-temps, range les documents dans les archives avec un sentiment d'échec qui ne le quittera jamais. Il a consacré des centaines d'heures à cette enquête, interrogé des centaines de personnes, exploré toutes les hypothèses imaginables. Mais Françoise Dupont reste introuvable, comme avalée par une dimension parallèle. Legrand prend sa retraite en 2005, sans avoir résolu cette affaire qui l'obsède encore. Il passe ces dernières années à relire régulièrement le dossier, espérant découvrir un détail négligé, une connexion manquée. Mais rien ne vient, jusqu'à ce coup de téléphone de Guéret, en septembre 2019, qui change tout et rouvre brutalement un mystère vieux de 33 ans. La réapparition de Françoise Dupont provoque un séisme médiatique. L'affaire fait la une des journaux nationaux, mobilise des équipes de télévision venues de Paris, suscite des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. Comment une femme peut-elle disparaître pendant plus de 3 décennies et réapparaître vivante sans explication cohérente? Les journalistes campent devant l'hôpital de Guéret, harcèlent les autorités pour obtenir des informations, tentent d'interviewer Michel Dupont qui refuse catégoriquement tout contact avec la presse. Le procureur de Brest organise une conférence de presse pour calmer les spéculations les plus folles. Il confirme l'identité de Françoise grâce aux empreintes digitales et aux analyses ADN réalisées en urgence. Il précise que l'enquête est rouverte, mais que toute information prématurée pourrait compromettre les investigations. Les médias ne se satisfont évidemment pas de ces déclarations prudentes. Le juge d'instruction désigné pour l'affaire s'appelle Sandrine Lambert. Elle a 48 ans, une solide réputation dans les affaires complexes et une détermination qui impressionne ses collègues. Lambert commence par reconstituer minutieusement le parcours de Françoise depuis sa disparition jusqu'à sa réapparition. Les premiers éléments sont troublants. Françoise a été découverte errant dans les rues de Guéret le 8 septembre 2019 au petit matin. Un commerçant l'a remarquée vers 6 heures, assise sur un banc, visiblement désorientée. Il a prévenu les pompiers qui l'ont conduite aux urgences. Elle ne portait aucun sac, aucun papier, juste des vêtements usés mais relativement propres. Ses chaussures étaient en bon état,
suggérant qu'elle n'avait pas marché sur de longues distances récemment. D'où venait-elle exactement? Comment était-elle arrivée à Guéret? Lambert ordonne des vérifications dans tous les hôtels, pensions, foyers d'hébergement de la région. Aucun établissement n'a accueilli une femme correspondant à la description de Françoise dans les jours précédents. Elle fait interroger les chauffeurs de taxi, les conducteurs de bus, les automobilistes ayant emprunté les routes menant à Guéret la veille. Personne ne se souvient d'avoir transporté cette femme âgée. Les caméras de vidéosurveillance de la ville sont visionnées, image par image. On aperçoit Françoise apparaître dans le champ d'une caméra située rue Eugène-France, vers 5h45 du matin. Elle marche lentement, sans but apparent, s'arrête parfois pour regarder autour d'elle avec confusion. Mais on ne la voit arriver de nulle part, comme si elle était simplement apparue dans cette rue au milieu de la nuit. Lambert décide d'interroger Françoise avec l'assistance d'un psychiatre spécialisé dans les traumatismes complexes. Le docteur Romain Blanc a travaillé avec des victimes de sectes, de réseaux criminels, de violences prolongées. Il sait comment approcher des personnes dont la mémoire a été fragmentée par des expériences extrêmes. Les premiers entretiens sont difficiles. Françoise semble revivre des moments de terreur intense lorsqu'on lui pose certaines questions. Elle pleure sans pouvoir s'arrêter, agrippe les bras du docteur Blanc, supplie qu'on ne la ramène pas là-bas. Mais où est ce là-bas, exactement? Elle ne peut pas le dire, ou ne veut pas. Les mots se bloquent dans sa gorge, son corps se raidit, son regard se vide. Le docteur Blanc diagnostique un trouble de stress post-traumatique sévère avec épisode dissociatif. Il recommande de ne pas forcer les souvenirs, mais de laisser Françoise reconstruire progressivement son histoire. Au fil des semaines, des fragments émergent. Françoise mentionne une ferme isolée, des volets toujours fermés, une cave humide où elle passait ses journées. Elle parle d'un homme qu'elle appelle « le gardien », sans jamais donner son nom, ni décrire son visage avec précision. Cet homme la nourrissait, la surveillait, l'empêchait de sortir. Elle évoque aussi d'autres femmes, des voix qu'elle entendait parfois à travers les murs, des pleurs dans la nuit. Était-elle prisonnière d'un réseau de trafic humain, d'une secte, d'un individu isolé pratiquant la séquestration? Les enquêteurs contactent tous les services spécialisés dans ces questions, comparent le témoignage de Françoise avec d'autres affaires connues. Aucune correspondance claire n'émerge. Cette ferme isolée pourrait être n'importe où en France, voire dans un pays voisin. Lambert fait appel à des experts en géolocalisation. Les analyses du sol retrouvées sous les chaussures de Françoise révèlent des traces de calcaire typiques de certaines régions du centre de la France, cohérentes avec la géologie de la Creuse. Mais cette information ne suffit pas à localiser précisément l'endroit où elle a vécu. Les analyses botaniques montrent des pollens de châtaigniers, de chênes, d'herbes sauvages. Ces espèces sont communes dans une vaste zone géographique. Lambert ordonne des recherches par hélicoptère dans un rayon de 50 km autour de Guéret, en se concentrant sur les fermes abandonnées, les bâtiments isolés, les propriétés sans voisinage immédiat. Des dizaines de lieux sont inspectés. Aucun ne correspond aux descriptions partielles données par Françoise. Soit sa mémoire déforme la réalité, soit l'endroit est si isolé qu'il échappe aux recherches, soit elle n'était pas dans la Creuse pendant toutes ces années. Un détail intrigue particulièrement Lambert. Françoise possède des connaissances sur des événements survenus pendant son absence. Elle mentionne la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre 2001, l'élection de François Hollande. Ces références prouvent qu'elle n'était pas totalement coupée du monde extérieur. Elle avait donc accès à des informations, probablement via la radio ou la télévision. Cela contredit l'hypothèse d'une séquestration totale dans une cave hermétique. Peut-être vivait-elle dans des conditions de semi-liberté, surveillée mais pas complètement isolée. Lambert interroge Françoise sur ce point. La réponse est confuse. Françoise parle de moments où le gardien était absent, où elle pouvait monter au rez-de-chaussée, regarder par une fenêtre, écouter les informations.
Mais elle devait toujours redescendre avant son retour, sinon les punitions étaient terribles. Quelle punition? Françoise refuse d'en parler. L'enquête se concentre ensuite sur l'identité du mystérieux gardien. Françoise fournit quelques détails. Un homme d'une soixantaine d'années en 2019, donc probablement trentenaire en 1986. Grand, corpulent, des mains épaisses, une voix grave. Il parlait français avec un accent qu'elle ne parvient pas à identifier précisément, peut-être du sud-ouest ou de l'est. Il portait toujours une casquette, même à l'intérieur. Il sentait le tabac et le diesel. Ces éléments dessinent un profil vague, applicable à des milliers d'hommes en France. Les enquêteurs compilent une liste de suspects potentiels, individus ayant un casier pour séquestration, violence, agression sexuelle. Plusieurs centaines de noms sont passés au crible. Les alibis de 1986 sont vérifiés pour ceux encore vivants. Aucune piste solide n'émerge. Le gardien reste un fantôme, une silhouette sans visage dans le récit fragmenté de Françoise. Lambert ordonne également des analyses ADN sur les vêtements que portait Françoise lors de sa découverte. Les résultats sont décevants. Son ADN est partout, évidemment. Mais aucun ADN masculin exploitable n'est détecté. Soit le gardien ne l'a jamais touché directement récemment, soit les vêtements ont été lavés avant qu'elle ne les porte. Les fibres textiles sont analysées. Coton ordinaire, synthétique basique. Rien de distinctif permettant de remonter à un fabricant ou un lieu de vente précis. Les chaussures sont des modèles génériques vendus dans toute la France. Chaque piste technique se heurte à un mur. Lambert commence à réaliser que résoudre cette affaire sera peut-être impossible sans la coopération pleine et entière de Françoise. Mais Françoise semble incapable de fournir plus d'informations, coincée entre des souvenirs traumatisants et des blancs mémoriels insurmontables. Pendant ce temps, Michel Dupont vit un cauchemar différent. Sa femme est revenue, mais ce n'est pas vraiment elle. La Françoise qu'il connaissait était joyeuse, bavarde, affectueuse. Cette femme dans l'hôpital est silencieuse, méfiante, terrifiée. Elle ne reconnaît pas leur appartement lorsque Michel lui montre des photos. Elle ne se souvient pas de leurs vacances en Bretagne, de leur mariage, des premiers pas de leurs enfants. Ou peut-être se souvient-elle, mais refuse d'en parler, préférant enterrer cette vie antérieure avec tous les autres souvenirs douloureux. Michel vient la voir tous les jours à l'hôpital, lui apporte des fleurs, des chocolats, des albums photos. Il lui parle de leur vie d'avant, espérant déclencher quelque chose, une étincelle de reconnaissance. Rien ne vient. Françoise le regarde gentiment, comme on regarderait un étranger bienveillant, mais sans amour, sans nostalgie, sans rien qui ressemble à un sentiment conjugal. Les psychiatres conseillent à Michel de ne pas forcer les choses. Françoise a subi un traumatisme d'une ampleur rare. Son cerveau a probablement construit des mécanismes de défense pour survivre psychologiquement à des années de souffrance. Retrouver sa vie d'avant pourrait signifier affronter la réalité de tout ce qu'elle a perdu, de toutes les années volées, de tous les moments familiaux manqués. C'est peut-être plus qu'elle ne peut supporter. Michel comprend intellectuellement cette explication, mais émotionnellement, c'est insoutenable. Il a attendu 33 ans le retour de sa femme, et maintenant qu'elle est là, elle lui est plus inaccessible que jamais. C'est une forme de torture particulièrement cruelle, comme si le destin s'acharnait à lui refuser le bonheur même après cette réapparition miraculeuse. 3 mois après la réapparition de Françoise, une nouvelle piste émerge de manière inattendue. Une femme se présente à la gendarmerie de Guéret en affirmant avoir des informations sur l'affaire Dupont. Elle s'appelle Céline Faure, a 52 ans et vit dans un village à 20 km de Guéret. Son témoignage est troublant. En 1998, soit 12 ans après la disparition de Françoise, Céline travaillait comme aide-soignante à domicile dans la région. Un jour, elle s'est rendue dans une ferme isolée pour s'occuper d'un vieil homme malade, un certain André Simon. Ce dernier vivait seul, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Mais lors d'une visite, elle a entendu des bruits étranges provenant de la cave.
Quand elle a demandé à André ce que c'était, il a répondu sèchement que c'était la chaudière, qu'elle devait se concentrer sur son travail et ne pas poser de questions. Céline raconte que quelque chose dans l'attitude d'André l'avait mise mal à l'aise. Elle avait remarqué des verrous inhabituels sur la porte de la cave, des provisions alimentaires en quantité excessive pour un homme seul, des vêtements féminins qui séchaient parfois dans la buanderie. Elle s'était interrogée mais n'avait rien dit, par peur de perdre son emploi ou de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Aujourd'hui, en voyant les images de Françoise Dupont à la télévision, elle se demande si cette femme n'était pas prisonnière dans la cave d'André Simon. Pourquoi Céline n'a-t-elle rien dit à l'époque? Elle se sent rongée par la culpabilité, réalise qu'elle aurait peut-être pu sauver Françoise 12 ans plus tôt, si elle avait eu le courage de signaler ses soupçons. Mais en 1998, sans preuve concrète, elle avait choisi le silence. Un silence qui la hante désormais. Le juge Lambert ordonne immédiatement des vérifications sur André Simon. Les résultats sont édifiants. André Simon est décédé en 2007 d'une crise cardiaque, à l'âge de 76 ans. Il vivait effectivement dans une ferme isolée située à 15 km de Guéret, dans un hameau quasi désert. Célibataire, sans enfant connu, il avait travaillé toute sa vie comme ouvrier agricole, puis s'était retiré dans cette propriété, héritée de ses parents. Les voisins le décrivaient comme un homme discret, peu bavard, parfois désagréable. Aucun casier judiciaire à son nom, rien qui aurait pu attirer l'attention des autorités. La ferme a été vendue après sa mort à un couple de retraités qui y vivent paisiblement depuis. Lambert obtient un mandat pour fouiller la propriété. Les enquêteurs se rendent sur place avec des équipes scientifiques et des chiens spécialisés. La fouille de la ferme dure 3 jours. Les nouveaux propriétaires sont stupéfaits et coopèrent entièrement. La cave est effectivement équipée de verrous intérieurs inhabituels, manifestement installés pour empêcher quelqu'un de sortir plutôt que pour empêcher quelqu'un d'entrer. Les murs portent des marques anciennes, des griffures, des inscriptions à peine visibles. Les experts relèvent des traces biologiques, cheveux, cellules de peau, résidus organiques. Les analyses ADN prennent plusieurs semaines, mais confirment finalement ce que tout le monde redoutait. L'ADN de Françoise Dupont est présent dans cette cave. Elle a bel et bien vécu ici, probablement pendant des années. La ferme d'André Simon était sa prison. Le mystère de sa disparition commence enfin à se dissiper, révélant une réalité encore plus sombre que toutes les hypothèses imaginées. Mais comment Françoise est-elle tombée entre les mains d'André Simon en 1986? Les enquêteurs reconstituent le parcours d'André à cette époque. En mars 1986, il avait 55 ans et travaillait encore comme ouvrier agricole dans plusieurs exploitations autour de Brest. Brest? Ce détail fait l'effet d'une bombe. André Simon était à Brest au moment de la disparition de Françoise. Les archives de la sécurité sociale confirment qu'il était employé par une ferme située à 12 km du domicile des Dupont. Lambert fait exhumer les vieux registres de l'enquête de 1986. André Simon n'a jamais été interrogé. Pourquoi? Parce qu'il ne figurait sur aucune liste de suspects prioritaires. Il n'avait pas de casier, ne connaissait pas la famille Dupont, vivait dans un autre département. Personne n'avait fait le lien. Les enquêteurs tentent de reconstituer le 14 mars 1986 du point de vue d'André Simon. Selon les archives fiscales, il possédait à l'époque une camionnette Renault blanche utilisée pour ses déplacements professionnels. Plusieurs témoins, en 1986, avaient mentionné avoir vu une camionnette blanche dans le quartier des Dupont ce matin-là, mais cette information s'était noyée parmi des dizaines d'autres témoignages contradictoires. Avec le recul, tout devient plus clair. André a probablement croisé Françoise sur le chemin du retour de la boulangerie. Il l'a peut-être abordée sous un prétexte quelconque, lui a proposé de la déposer chez elle. Elle a accepté innocemment. Une fois dans la camionnette, il a pris une route différente, l'a maîtrisée, emmené loin de Brest. Tout cela en quelques minutes, sans témoin, sans trace.
une prédation opportuniste et terriblement efficace. Mais pourquoi Françoise spécifiquement? Était-ce un choix prémédité ou une rencontre du hasard? Lambert fait analyser les déplacements professionnels d'André Simon dans les mois précédant la disparition. Les documents montrent qu'il travaillait régulièrement dans la région de Brest depuis janvier 1986. Avait-il repéré Françoise auparavant? L'avait-il suivi, étudié, attendu le bon moment? Ou l'a-t-il simplement vue ce matin-là et a-t-il agi sur une impulsion? Françoise elle-même ne peut répondre à ces questions. Lorsqu'on lui montre des photos d'André Simon, elle réagit violemment, se met à trembler, refuse de les regarder. Elle confirme que c'est lui, le gardien, l'homme qui a volé 33 ans de sa vie. Mais elle ne se souvient pas des circonstances exactes de son enlèvement. Cette partie de sa mémoire est un trou noir, peut-être supprimée par son cerveau pour la protéger. L'enquête révèle également qu'André Simon avait un complice, ou du moins une personne au courant de la situation. Les relevés bancaires montrent des virements réguliers vers un compte appartenant à un certain Maurice Garcia, un cousin éloigné d'André, décédé en 2015. Maurice vivait dans le Lot-et-Garonne et ne semble pas avoir participé directement à la séquestration. Mais les montants transférés suggèrent qu'André lui versait de l'argent en échange de son silence, ou peut-être pour des services rendus. Les enquêteurs interrogent la famille de Maurice. Sa veuve, Denise Garcia, affirme ne rien savoir de ces virements ni de la vie privée de Maurice. Elle semble sincèrement choquée d'apprendre que son mari aurait pu être impliqué, même indirectement, dans une affaire aussi terrible. Sans preuve concrète, impossible de déterminer le rôle exact de Maurice Garcia. Ce pan de l'histoire restera probablement à jamais obscur. Un autre mystère subsiste. Que s'est-il passé après la mort d'André Simon en 2007? Françoise est réapparue en 2019, soit 12 ans après le décès de son geôlier. Où était-elle pendant ces 12 années? Lambert confronte Françoise à cette question lors d'un entretien délicat. La réponse est fragmentaire mais éclairante. Après la mort d'André, Françoise s'est retrouvée seule dans la ferme. Elle aurait pu partir immédiatement, mais elle était terrorisée. Des années de captivité avaient détruit sa capacité à prendre des décisions autonomes. Elle ne savait plus comment vivre libre. Elle connaissait les codes de la porte, pouvait sortir, mais le monde extérieur lui faisait peur. Alors elle est restée dans cette ferme, survivant grâce aux provisions stockées, au potager, aux quelques poules qui picoraient dans la cour. Une forme d'auto-séquestration pathologique, conséquence directe des traumatismes subis. Pendant 12 ans, Françoise a vécu comme un fantôme dans cette propriété qui n'était plus surveillée. Les nouveaux propriétaires ne s'étaient installés qu'en 2018, après des mois de rénovation durant lesquels la maison était restée vide. Françoise se cachait dans la cave lorsque des ouvriers venaient travailler, attendait qu'ils repartent pour remonter chercher de quoi manger. C'est seulement en 2019, lorsque le couple de retraités a emménagé définitivement, qu'elle a compris qu'elle ne pourrait plus rester. Un matin de septembre, elle a simplement marché vers Guéret, sans plan, sans destination, juste pour s'éloigner. Et c'est là qu'un commerçant l'a trouvée, assise sur un banc, perdue dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. 33 ans de captivité suivis de 12 ans d'auto-isolement. Une vie entière effacée par la violence d'un homme et la paralysie psychologique qui en a résulté. Lambert présente ses conclusions au procureur. L'affaire est techniquement résolue. André Simon a enlevé Françoise Dupont en 1986 et l'a séquestrée dans sa ferme jusqu'à sa mort en 2007. Françoise y est restée volontairement jusqu'en 2019 par incapacité psychologique à quitter les lieux. Le coupable étant décédé, aucun procès ne peut avoir lieu. L'enquête sur Maurice Garcia continue pour déterminer son degré de complicité, mais sans lui, difficile d'établir des faits précis. Le dossier sera bientôt refermé une seconde fois, non plus comme une affaire non résolue, mais comme une tragédie, enfin élucidée. Pour Françoise, c'est une forme de justice partielle. Elle sait maintenant ce qui lui est arrivé,
même si elle ne récupérera jamais les années perdues. Pour sa famille, c'est un soulagement mêlé d'horreur. Savoir est mieux que l'incertitude, mais la vérité est d'une cruauté insupportable. Les révélations sur André Simon et la ferme de la Creuse provoquent une nouvelle vague médiatique. Les journaux titrent sur « L'affaire de la femme oubliée »,« La prisonnière de Guéret »,« 33 ans d'enfer ». Des équipes de télévision filment la ferme sous tous les angles, interviewent les voisins qui affirment n'avoir jamais rien remarqué d'anormal. Comment est-ce possible? Comment une femme peut-elle être séquestrée pendant des décennies à quelques kilomètres d'un village sans que personne ne s'en aperçoive? Les spécialistes en psychologie criminelle sont invités sur les plateaux pour expliquer les mécanismes de la séquestration, l'emprise psychologique, le syndrome de Stockholm. Certains comparent l'affaire à celle de Natascha Kampusch en Autriche ou d'autres cas similaires à travers le monde. Mais chaque histoire est unique. Chaque victime réagit différemment au traumatisme. Françoise Dupont n'est pas un cas d'école. C'est une femme brisée qui tente de survivre aux conséquences de décisions qu'elle n'a jamais prises. Michel Dupont donne finalement une interview à un journaliste de Ouest France, le seul média auquel il fait confiance. Dans cet entretien poignant, il raconte les 33 années d'attente, l'espoir qui s'amenuisait chaque année, la culpabilité de n'avoir pas su protéger sa femme. Il évoque aussi la réalité de ces derniers mois, la difficulté de reconnecter avec une Françoise qui semble habiter un monde parallèle. Il ne lui en veut pas, dit-il, de ne pas le reconnaître vraiment. Elle a survécu comme elle a pu, et lui respecte cela. Mais il admet que leur mariage tel qu'il existait en 1986 est mort. On ne ressuscite pas un couple après une telle déchirure. Il continuera à veiller sur elle, à s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles, mais sans l'illusion de retrouver ce qu'ils avaient. C'est une forme de deuil, différent de celui qu'il aurait fait si elle était morte, mais un deuil quand même. Mathieu et Nathalie, les enfants de Françoise, vivent chacun ce retour de manière radicalement différente. Mathieu maintient sa décision de ne pas voir sa mère. Pour lui, elle est partie en 1986 et ne reviendra jamais vraiment. Cette femme dans l'hôpital porte son visage, mais n'est plus sa mère. Il refuse d'entrer dans un processus de reconstruction qui lui semble impossible et trop douloureux. Il a passé des années en thérapie pour accepter l'absence. Il ne va pas tout démolir maintenant. Sa position choque certains observateurs qui le jugent dur et insensible. Mais Mathieu s'en défend. Chacun gère le trauma comme il peut, et pour lui, la distance est la seule manière de protéger sa santé mentale. Il a une famille, des enfants, une vie stable. Il ne veut pas risquer tout cela pour une relation mère-fils qui n'a jamais vraiment existé puisqu'elle a été interrompue quand il avait 12 ans. Nathalie, en revanche, choisit l'engagement. Elle prend un congé de son poste d'enseignante et s'installe temporairement à Guéret pour être proche de sa mère. Les premiers mois sont extrêmement difficiles. Françoise ne la reconnaît pas comme sa fille, la voit comme une inconnue bienveillante. Nathalie doit ravaler sa douleur, accepter de recommencer à zéro, de construire une relation nouvelle plutôt que de tenter de ressusciter l'ancienne. Elle passe des heures à l'hôpital, puis dans le centre de soins spécialisé où Françoise est transférée, à parler, à écouter, à simplement être présente. Progressivement, quelque chose se crée entre elles. Pas vraiment un lien mère-fille au sens traditionnel, mais une forme de connexion humaine, de solidarité entre deux femmes blessées par la même violence. Françoise commence à faire confiance à Nathalie, à accepter sa présence, à partager des fragments de ses souvenirs. C'est lors de ces conversations que Nathalie apprend des détails que sa mère n'avait jamais révélés aux enquêteurs. Françoise parle des autres femmes qu'elle a entendues dans la ferme. Étaient-elles réelles ou le produit d'hallucinations auditives causées par l'isolement? Françoise insiste. Elles étaient réelles. Elle a entendu leurs pleurs, leurs supplications, leurs cris étouffés. Puis, un jour, le silence. André faisait-il entrer d'autres femmes dans la ferme,
Puis les faisait-il disparaître? Françoise ne les a jamais vus, était enfermée dans sa partie de la cave, mais elle les a entendus. Ces témoignages troublants relancent l'enquête. Le juge Lambert ordonne des fouilles plus approfondies de la propriété et des terrains environnants. Des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains sont déployés. Une découverte macabre confirme les pires craintes. 3 corps de femmes enterrés dans le verger derrière la ferme. Les analyses médico-légales révèlent que les 3 victimes sont décédées entre 1988 et 2003. Elles ont été identifiées grâce à l'ADN et au dossier de personnes disparues. Il s'agit de Valérie François, disparue à Limoges en 1988 à l'âge de 28 ans, de Stéphanie Garnier, portée disparue à Clermont-Ferrand en 1995 à 32 ans, et de Julie Muller, disparue à Châteauroux en 2003 à 29 ans. 3 femmes tuées par André Simon. Pourquoi Françoise a-t-elle survécu alors que les autres sont mortes? Les psychiatres suggèrent qu'André avait développé une forme d'attachement pathologique envers Françoise, sa première victime. Elle était devenue sa prisonnière permanente, tandis que les autres femmes étaient des captures temporaires, rapidement éliminées quand elles devenaient trop problématiques ou qu'André se lassait d'elles. Une explication glaçante qui transforme l'histoire de Françoise en quelque chose d'encore plus complexe et horrifiant. L'affaire devient nationale, puis internationale. André Simon n'était pas un simple ravisseur opportuniste, mais un tueur en série qui a opéré pendant 15 ans sans être détecté. Les familles des 3 victimes récemment identifiées sont contactées. Leur douleur est immense, mais au moins elles savent maintenant. Valérie, Stéphanie et Julie peuvent enfin recevoir des funérailles dignes. Les corps sont restitués aux familles après les analyses nécessaires. Des cérémonies sont organisées, des plaques commémoratives installées. Françoise assiste à l'une de ces cérémonies, celle de Valérie François, accompagnée de Nathalie. Elle se tient en retrait, silencieuse, les yeux remplis de larmes. Elle a survécu, mais à quel prix? La culpabilité du survivant s'ajoute à tous ses autres traumatismes. Pourquoi elle et pas les autres? Cette question la hantera probablement jusqu'à la fin de ses jours. L'enquête se penche également sur les déplacements d'André Simon entre 1986 et 2007. Avait-il d'autres victimes non identifiées? Les archives montrent qu'il voyageait régulièrement dans le centre de la France pour son travail, couvrant un vaste territoire. Les gendarmes compilent toutes les disparitions de femmes non résolues dans cette région pendant cette période. Une dizaine de cas présentent des similitudes troublantes. Femmes entre 25 et 45 ans, disparues sans témoin, en plein jour, dans des circonstances banales. Certaines n'ont jamais été retrouvées. D'autres ont été découvertes décédées, mais sans coupable identifié. Impossible de relier formellement ces cas à André Simon sans preuve concrète, mais les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de se demander combien de vies il a réellement détruites. Le verger a été entièrement excavé, d'autres zones de la propriété fouillées. Aucun autre corps n'a été découvert, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Michel Dupont réalise avec horreur que sa femme a partagé sa captivité avec d'autres victimes qui, elles, n'ont pas eu sa chance. Il se demande si Françoise a entendu ces femmes mourir, si elle savait ce qui leur arrivait. Comment vit-on avec de telles connaissances? Comment dort-on la nuit en sachant qu'on aurait pu être la prochaine à tout moment? Michel commence à comprendre pourquoi Françoise est si distante, si enfermée dans son silence. Elle a vu l'enfer, ou du moins l'a entendu à travers les murs d'une cave. Parler signifierait revivre tout cela, et revivre signifierait peut-être s'effondrer complètement. Alors, elle choisit le silence, l'oubli sélectif, la dissociation. C'est sa manière de survivre psychologiquement à ce qui ne devrait jamais arriver à un être humain. Le procureur annonce qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée puisqu'André Simon est décédé. Maurice Garcia, le cousin qui recevait les virements, est interrogé longuement. Il nie toute connaissance des crimes d'André, affirme que l'argent était un remboursement de dettes anciennes. Sans preuve de complicité directe,
Impossible de l'inculper. L'affaire est officiellement close du point de vue pénal, mais pour les victimes et leurs proches, rien n'est vraiment terminé. Françoise doit continuer à vivre avec ce qu'elle a subi. Les familles de Valérie, Stéphanie et Julie doivent faire leur deuil des années après la disparition de leurs êtres chers. Michel et Nathalie doivent reconstruire une relation avec une femme qui n'est plus celle qu'ils ont connue. Et Mathieu doit vivre avec sa décision de rester à distance, en espérant qu'un jour, il ne le regrettera pas. 6 mois après la réapparition de Françoise, sa situation s'améliore légèrement. Les soins psychiatriques intensifs, la thérapie, les médicaments et surtout la présence constante de Nathalie commencent à produire des effets. Françoise parle davantage, reconstruit petit à petit une forme de vie sociale, accepte de sortir du centre de soins pour de courtes promenades accompagnées. Elle ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Les psychiatres sont unanimes sur ce point. Trop de temps a passé, trop de traumatismes se sont accumulés. Mais elle peut espérer atteindre un niveau de fonctionnement qui lui permette une existence décente, entourée de personnes bienveillantes. C'est déjà une victoire compte tenu des circonstances. Nathalie envisage de faire venir sa mère vivre près de chez elle à Rennes, dans un appartement adapté avec un suivi médical régulier. Michel soutient ce projet, conscient que Françoise ne reviendra jamais à Brest, ville trop chargée de souvenirs impossibles. Les médias commencent progressivement à se désintéresser de l'affaire. D'autres histoires, d'autres drames occupent les unes. Françoise Dupont redevient une personne privée, protégée par l'anonymat. Le juge Lambert publie un rapport final détaillé sur l'enquête, document de référence qui sera étudié par les criminologues et les spécialistes des disparitions. Ce rapport souligne les failles du système en 1986. Manque de coordination entre régions, absence de fichiers nationaux informatisés, protocole d'enquête insuffisant pour les disparitions d'adultes. Si ces outils avaient existé, peut-être qu'André Simon aurait été identifié plus tôt, peut-être que Valérie, Stéphanie et Julie seraient encore vivantes, mais on ne refait pas l'histoire. On apprend, on améliore, on espère faire mieux la prochaine fois. C'est tout ce qu'on peut faire face à de telles tragédies. Un élément inattendu émerge lors des dernières semaines de l'enquête. Une lettre anonyme arrive au tribunal, postée depuis Paris. L'auteur prétend avoir été voisin d'André Simon dans les années 90 et avoir eu des soupçons à l'époque sans jamais oser les exprimer. Il raconte avoir vu André transporter des sacs volumineux de sa camionnette vers la cave tard le soir. Il mentionne aussi une odeur nauséabonde qu'il avait remarquée en passant près de la ferme durant l'été 1995. Une odeur qu'il avait attribuée à un animal mort, mais qui pourrait avoir une origine bien plus sinistre. Pourquoi cette personne n'a-t-elle rien dit à l'époque? Par lâcheté, par peur, par indifférence? La lettre ne fournit pas d'excuses, juste un aveu tardif et anonyme. Lambert tente de retrouver l'expéditeur, mais sans succès. L'enveloppe ne porte aucune empreinte exploitable, l'écriture est déguisée, l'adresse de retour est fictive. Encore un témoin silencieux, un complice passif de cette horreur. Cette lettre soulève une question troublante. Combien de personnes ont vu quelque chose, entendu quelque chose, soupçonné quelque chose, sans jamais agir? Les enquêteurs recontactent tous les anciens voisins, tous les livreurs, tous les artisans ayant travaillé près de la ferme. Plusieurs admettent, avec gêne, avoir trouvé André bizarre, renfermé, hostile. Certains se souviennent de détails étranges, des rideaux toujours tirés, des volets fermés même en plein été, des bruits la nuit. Mais personne n'a fait le lien, personne n'a alerté les autorités. Dans les zones rurales isolées, on respecte la vie privée des voisins, on ne se mêle pas des affaires des autres. Cette culture du silence a permis à André Simon d'opérer pendant des années sans être inquiété. C'est une leçon terrible. La banalité du mal prospère souvent grâce à l'indifférence collective. Françoise accepte finalement de rencontrer Mathieu, non pas parce qu'elle le reconnaît comme son fils, mais parce que Nathalie lui a longuement expliqué qui il est
Et pourquoi cette rencontre pourrait être importante pour lui? Mathieu hésite pendant des semaines avant d'accepter. Finalement, un après-midi de printemps 2020, il entre dans la salle commune du centre de soins, accompagné de Nathalie. Françoise est assise près d'une fenêtre, regardant les arbres en fleurs. Elle se tourne vers lui lorsqu'il approche. Mathieu cherche ses mots, ne sait pas comment commencer. C'est Françoise qui brise le silence. « Tu es Mathieu ? Nathalie m'a beaucoup parlé de toi. » Sa voix est douce, hésitante. Mathieu hoche la tête, incapable de parler. Il voit dans les yeux de cette femme quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. De la peur, de la vulnérabilité, une profonde tristesse. Ce n'est pas la mère forte et aimante dont il se souvenait enfant. C'est une survivante fragile qui a payé un prix immense pour être encore en vie. Ils passent 1 heure ensemble, une conversation maladroite et douloureuse mais nécessaire. Françoise ne se souvient pas précisément de Mathieu enfant, mais elle accepte qu'il fasse partie de son histoire. Mathieu ne lui en veut plus exactement, ou du moins comprend que la colère n'a plus de sens face à tant de souffrance. Ils ne deviendront probablement jamais proches, mais ils peuvent coexister sans haine, sans rancœur. C'est déjà énorme compte tenu des circonstances. En partant, Mathieu serre brièvement la main de Françoise. Elle lui sourit timidement. Ce n'est pas une réconciliation à proprement parler, mais c'est un début de paix. Nathalie, témoin de cette scène, pleure silencieusement. Elle sait que sa famille ne sera jamais normale, mais au moins ils essaient. Au moins ils ne se détruisent pas mutuellement avec des reproches impossibles à résoudre. Michel Dupont prend une décision importante. Il vend l'appartement de Brest. Trop de fantômes y résident. Il achète un petit pavillon à Rennes pour être proche de Nathalie et indirectement de Françoise. Il ne vivra pas avec elle, ils ne reconstitueront pas leur couple, mais il sera là, disponible si elle a besoin de lui. C'est sa manière de tenir la promesse qu'il s'était faite en 1986, ne jamais abandonner Françoise, quoi qu'il arrive. Même si leur relation a changé de nature, même si l'amour conjugal s'est transformé en quelque chose de plus fraternel, de plus compatissant. Michel a 79 ans maintenant, la santé déclinante. Mais il consacre ses dernières années à veiller sur cette femme qu'il a attendue pendant plus de 3 décennies. Certains le trouvent admirable, d'autres pensent qu'il se sacrifie inutilement. Lui ne se pose pas la question, c'est simplement ce qu'il doit faire. L'Association des familles de victimes de disparition contacte Nathalie pour lui proposer de témoigner publiquement. Ils organisent des conférences, des campagnes de sensibilisation, tentent de faire évoluer les législations sur les personnes disparues. Nathalie accepte, estimant que l'histoire de sa famille peut servir à quelque chose. Elle raconte lors d'un colloque national comment sa mère a disparu, comment l'enquête a piétiné, comment 33 ans plus tard la vérité a émergé. Elle insiste sur l'importance de ne jamais abandonner, de continuer à chercher même quand tout semble perdu. Mais elle souligne aussi les limites du système. Si André Simon n'était pas mort, si Françoise n'était pas réapparue par hasard, l'affaire serait restée à jamais non résolue. Combien d'autres familles vivent encore dans l'incertitude, sans corps, sans réponse, sans justice? Son témoignage bouleverse l'audience. Des parlementaires présents promettent de renforcer les moyens alloués aux enquêtes sur les disparitions. Des promesses qui, espère Nathalie, se traduiront par des actions concrètes. En octobre 2020, Françoise emménage dans un appartement médicalisé à Rennes. Elle y vit sous surveillance légère, avec des infirmières qui passent quotidiennement, des psychiatres qui la suivent régulièrement. Nathalie lui rend visite 3 fois par semaine, l'emmène parfois déjeuner dans un petit restaurant calme, marcher dans un parc. Françoise progresse lentement, apprend à vivre dans le monde moderne, si différent de celui qu'elle a quitté en 1986. Les téléphones portables, Internet, les cartes bancaires, tout cela lui semble venu d'une autre planète. Mais elle s'adapte, avec patience et beaucoup d'aide. Elle ne sera jamais autonome comme avant, mais elle peut vivre dignement, entourée de personnes qui l'aiment malgré tout.
c'est plus que ce que beaucoup de victimes de séquestration obtiennent. C'est une forme de miracle, même si ce miracle est entaché par toutes les années perdues, tous les moments manqués, toute cette vie volée qu'elle ne récupérera jamais. Le commandant Legrand, maintenant retraité et âgé de 77 ans, rend visite à Françoise en novembre 2020. Il ressent le besoin de la voir, de s'excuser en quelque sorte pour n'avoir pas su la retrouver en 1986. Françoise ne lui en veut pas. Comment le pourrait-elle ? Il a fait son travail du mieux qu'il pouvait avec les moyens de l'époque. Personne ne pouvait deviner qu'André Simon, ouvrier agricole sans casier, était capable de tels crimes. Legrand et Françoise passent un après-midi à parler, à reconstituer ensemble les pièces du puzzle. Pour Legrand, c'est une forme de clôture, la fin d'une obsession qui l'a hanté pendant plus de 30 ans. Pour Françoise, c'est l'occasion de mettre des mots sur ce qui lui est arrivé, de le raconter à quelqu'un qui comprend les enjeux sans la juger. Une conversation douloureuse mais cathartique pour tous les deux. L'histoire de Françoise Dupont devient un cas d'école dans les formations policières. Les nouvelles recrues étudient ce dossier pour comprendre comment une enquête peut échouer malgré les meilleurs efforts et comment des évolutions technologiques et méthodologiques peuvent faire toute la différence. Le fichier national des personnes disparues, les bases de données ADN, la coordination interrégionale, tous ces outils qui n'existaient pas en 1986 auraient pu changer le cours de cette affaire. Les formateurs insistent, ne jamais négliger une disparition, même celle d'un adulte, ne jamais supposer qu'une personne est partie volontairement sans vérifier toutes les hypothèses, ne jamais abandonner, car des familles attendent des réponses, parfois pendant des décennies. L'affaire Dupont est une leçon d'humilité pour toute la profession, un rappel que derrière chaque dossier se trouve une vie humaine brisée. L'affaire de Françoise Dupont s'est refermée officiellement en mars 2021, exactement 35 ans après sa disparition initiale. Le juge Lambert a remis son rapport final, les médias ont publié leurs derniers articles, les familles ont enterré leurs morts. Mais pour Françoise, rien n'est vraiment terminé. Elle vit toujours à Rennes, entourée de Nathalie, visitée régulièrement par Michel, et désormais même par Mathieu, qui vient la voir quelques fois par an. Elle ne se souvient toujours pas clairement de sa vie d'avant 1986. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Les psychiatres estiment qu'elle souffre d'un trouble dissociatif complexe, une manière pour son cerveau de la protéger de souvenirs trop douloureux. Elle a construit une nouvelle identité fragmentaire, faite de morceaux d'avant, de pendant et d'après. Ce n'est pas idéal, mais c'est viable. Elle survit, jour après jour, dans un monde qu'elle ne comprend pas toujours, mais qu'elle apprend lentement à habiter à nouveau. Les 3 autres victimes d'André Simon, Valérie François, Stéphanie Garnier et Julie Muller, reposent désormais dans leurs villes respectives. Leurs familles ont organisé des cérémonies commémoratives chaque année pour honorer leur mémoire. Des associations se sont créées pour soutenir les proches de victimes de séquestration et de disparitions non résolues. Le nom d'André Simon est devenu synonyme de monstre dans la région, un rappel glaçant que le mal peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires. Sa ferme a été détruite par les nouveaux propriétaires qui ne supportaient plus d'y vivre après les découvertes macabres. Le terrain est maintenant vide, rendu à la nature, comme si effacer les bâtiments pouvait effacer les horreurs qui s'y sont déroulées. Mais les fantômes restent, invisibles, mais présents dans la mémoire collective. L'histoire de Françoise Dupont pose des questions vertigineuses sur la nature de l'identité, de la mémoire, de la résilience humaine. Comment reste-t-on soi-même après 33 ans de captivité? Peut-on vraiment revenir d'un tel abîme? Les réponses sont complexes et individuelles. Françoise a survécu physiquement, mais psychologiquement, une partie d'elle est morte dans cette cave. La femme qui en est ressortie est différente, transformée par le trauma au point d'être presque méconnaissable. Pourtant, par moments, Nathalie aperçoit dans ses yeux un éclair de la mère qu'elle a connue enfant. Ces moments sont rares et fugaces, mais ils existent.
Il prouve que quelque chose de l'ancienne Françoise persiste quelque part, enfoui sous les couches de souffrance et d'oubli. C'est à ces moments-là que Nathalie s'accroche pour continuer à espérer et à aimer cette femme brisée, mais toujours vivante. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Avez-vous déjà entendu parler d'affaires similaires? Que pensez-vous des systèmes de recherche des personnes disparues dans votre pays? Vos témoignages enrichissent toujours nos discussions. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères et disparitions qui ont marqué la France. Activez la cloche de notification, likez cette vidéo si elle vous a intéressé et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. On ne sait jamais quand la vie peut basculer. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle enquête.